Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Alors on va parler des indices boursiers US, des pairs majeurs. Trois membres de la Fed parlent cet après-midi, Monsieur Harker, Williams et je sais plus. D'ailleurs, on va regarder tout de suite la quatrième personne. Alors ce sont des personnes, Monsieur Lacker. Alors ce sont des membres votants du FOMC qui pour la plupart ne s'inscrivent pas dans le positionnement de Janet Yellen, qui fait baisser le dollar US depuis le début de l'année. Par exemple, Monsieur Harker, lui, quand il prend la parole, il fait monter le dollar US parce qu'il fait partie de ceux qui appellent à une hausse des taux en avril. En avril, donc dans 2 semaines. Bon, autant vous dire que ça n'aura pas lieu, mais bon, ça peut expliquer à l'ouverture de la session US la légère reprise du dollar US. Légère, je dis bien. Pas d'indicateur macroéconomique majeur cet après-midi, hormis donc les prix à l'importation-exportation déjà publiés, ces trois prises de parole de membres du FOMC. Et puis donc on va assister à l'ouverture donc de la cotation d'Alcoa qui a publié ses résultats hier. Voilà. Et puis tout au long de la semaine, il y a encore 40 boîtes du SP500 qui publient leur trimestriel, dont des banques. Ça c'est important, notamment pour les créances pétrole. Et d'ailleurs, c'est dimanche prochain qu'on saura si les principaux tenants de l'offre de pétrole ont trouvé un accord sur à la fois donc des parts de marché respectives et des quotas de production, parce qu'il faut bien réduire cette production pour réduire le spread, l'écart avec la consommation et les perspectives de la consommation, et ainsi donc soutenir le prix du pétrole. On en reparlera largement de ce prix du pétrole. Que nous dit l'analyse technique? Où pourrait aller ce marché en cas d'accord? Et quelles seraient les conséquences sur les classes d'actifs, notamment sur l'USD4 qui menace de casser son support à 1,2838? On va étudier tout ça. Alors, bienvenue, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques depuis tout à l'heure, donc je le retire. On va commencer par l'euro-dollar. Les discours en fait ne sont pas tous à la même heure. Bon, après voilà, hein, il y en a un donc, qui a eu lieu, qui a commencé à 15 heures, Monsieur Harker. Voilà, il a fait remonter un peu le dollar. Il y en a un à 21 heures, Monsieur Williams, et un à 22 heures, à la clôture de Wall Street, Monsieur Lacker. Donc voilà, non, mais c'est pas majeur. Euh, sur le plan de la macro, c'est demain les ventes au détail aux États-Unis ou encore le livre beige. Voilà, c'est ça qui va impacter. Et puis bien sûr, bon, le taux d'inflation, naturellement, le taux d'inflation, bon, c'est l'argument principal. Euh, sur quoi s'appuient ceux qui réclament une hausse de taux? Sur l'inflation. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, cette inflation, elle commence maintenant à atteindre et à dépasser 2% parce que forcément, la base de départ, elle est faible, hein. Maintenant, quand on calcule l'évolution des prix, on prend les prix d'il y a un an, et il y a un an, le pétrole était très bas. Donc forcément, ça peut artificiellement créer des taux d'inflation forts. Bref, en tout cas, Monsieur Harker, par exemple, invoque toujours ces chiffres de l'inflation à la consommation pour demander, et bien sûr le marché du travail, pour demander une hausse des taux en avril. Naturellement, donc ça n'arrivera pas le 27 avril. Alors, l'euro-dollar, qu'en est-il? Je reviens donc sur ce graphique épuré en données journalières, brièvement, donc pour vous rappeler donc bien sûr le cadre de fond, le fameux range 1,0515. Alors un jour on en sortira, hein, si on en sort par le haut pour remonter à 1,25, bon c'est que là c'est vraiment le dollar qui sera sous pression je pense. Peut-être, hein, je sais pas, une économie US qui repart en récession, bon on n'en est pas là mais on sait jamais. Ce serait le seul scénario fondamental permettant de sortir par le haut du range et aller à 1,25. On n'est pas là. Non, on va revenir sur le court terme. L'euro-dollar atteint 1,1450 en février 2015, reste 3 jours et coule. C'est ce qui s'est passé le 18 mai, c'est ce qui s'est passé en juin 2015, en août 2015, en septembre 2015, en octobre 2015. Et donc là, je me concentre sur ce que fait désormais l'euro-dollar, qui est donc quelque chose de différent, un range trading depuis la séance du 1er avril. Alors ce qui me plaît, c'est que on a ici donc ce que j'appelle des toupies en terminologie japonaise, des chandeliers à petit corps, tout petit corps, qui forcément sortent du lot lorsqu'on les compare aux grands corps qui ont permis l'avancée du marché depuis 1,08. En l'état, c'est la première fois depuis janvier 2015 que l'euro-dollar, sous un 14,50, présente cette phase de transition latérale. Par le passé, il rejetait. Bon, alors ça fait partie des arguments qui m'invitent à croire que c'est un range pour faire de nouveau plus haut. Quand, je ne sais pas. On a besoin pour l'instant de laisser remonter certains indicateurs de tendance, comme par exemple ici la moyenne mobile 20, qui va d'ailleurs bientôt pénétrer dans le range. Pour l'instant, le marché reste dans son trading range. Il y a toujours 70% de vendeurs, hein, selon le Speculative Sentiment Index de FXCM. Et donc ce matin, tentative. Bon,
légère tentative marginale, hein. Voilà, le 1,1450 c'est la résistance. On a fait 1,1464. Ça, on est tout de suite retombé. On reste dans le range. Le marché reste dans le range. Les moyennes mobiles en H4 à 20 et 50 périodes se sont mises à plat. Donc ça confirme vraiment l'installation dans un range. Regardez encore une fois quand on s'était approché ici à l'époque des 1,1330 que ça avait rejeté, ou encore ici des 1,1450, on n'était pas du tout dans ce scénario-là, même du point de vue des indicateurs de tendance. Très rapidement, il se retournait. Euh, Très vite, hein, la pente était baissière. Là, on s'installe dans un range, les moyennes se mettent à plat. Bon, il y a une probabilité forte que ce range dure, mais qu'à terme, on en connaisse une extraction par le haut. Euh, alors, les données n'ont pas changé, hein. Ce qui compte, bien sûr, pour donner un signal de trading, c'est la clôture. Alors, non, hein, l'euro-dollar n'a pas cassé par le haut, c'est 1,1450. Je me mets en cours de clôture pour vous prouver que il ne s'est rien passé. Même en cours de clôture, le range est plus étroit, hein. C'est 1,1350, 1,1430. Bon. En chandelier japonais, moi je l'élargis. 1,1325, 1,1450. Et bien juste à preuve du contraire, le marché reste dans ce range. Et moi je considère en fait que les 1,1325 sont déjà un bon niveau de support pour prendre une entrée. Et enfin, l'ultime rempart. L'ultime rempart, 1,1260 en weekly chart. Regardez maintenant la pente des MM 20 et 50 semaines. 20 semaines qui s'apprêtent à croiser au-dessus de 50 prochainement. Et en cours de clôture, donc, c'est bien 1,1260. Ce cours de clôture, 1,1260. Ça, c'est le garant. Le garant de ce scénario qui consiste à aller chercher les excès du mois d'août dernier, et donc notamment les 1,15. Mais là, on temporise, et on peut temporiser longtemps, c'est-à-dire qu'un range peut durer. Et ça, malheureusement, j'aurais pas le timing, hein. Je pourrais pas vous dire quand est-ce qu'on va en sortir, mais je défends la poursuite de ce range, et que les 1,1325 soient support. Alors, je poste un graphique de Greg, parce qu'il avait promis de venir dans l'émission, et il est venu vous montrer ce graphique. Alors, je le mets en plein écran, et je lis son commentaire. Donc vous avez ici son approche avec notamment Ishimoku et les bandes de Bollinger, les fameuses BB, chères à Greg. Alors pour moi, la Shinku échoue depuis plusieurs jours sur mes bandes de Bollinger, écart type 2,5 en daily à la recherche de catalyseurs. On a une succession de doji en daily qui montre de plus mes bébés sont fermés en haut, signe de manque de flux haussier. Donc pour moi, on a un fort risque de venir retrouver un appui plus bas, car la Shinku aura le champ libre jusqu'à 1,1218. De plus, j'ai un autre indicateur qui n'existe pas sur la TS2 qui me confirme ce risque. Voilà donc les arguments proposés par Grégory pour revenir sur un 12-18. Alors en fait, moi j'ai juste une autre approche de ce petit range formé de toupies. C'est que justement par le passé, il y avait des rejets verticaux. On faisait des V-top sous un 14,50. Donc là c'est différent. Donc moi j'ai plutôt une interprétation haussière du range. Voilà, bon après c'est des arguments, mais en tout cas voilà. Grégory donc estime qu'il est probable que le marché se replie d'abord à un 12,60. Bon, on peut poster les commentaires, c'est une bonne chose. Alors, on va maintenant parler du pétrole, du dollar canadien. Je vais vous montrer un chart. Bon, pour rappeler certaines choses, mais que vous connaissez peut-être. Un graphique historique depuis juin 2014 qui superpose ici le taux USD CAD et le prix du WTI, le brut texan, donc le plus important, le plus liquide des contrats sur le marché à terme. Point haut à 100 $, c'est en rouge ici. Point bas de la USD CAD à 1,06. Point bas du pétrole en février dernier. Point haut de l'USD CAD à 1,47. Depuis, le pétrole remonte. L'USD CAD amplifie la remontée du prix du pétrole en chutant de près de plus de 2000 pips. Et maintenant, justement, c'est une semaine majeure sur le plan des fondamentaux parce que le pétrole s'installe donc à 42 $. C'est une résistance. Il attaque la moyenne mobile à 200 jours. Le pétrole est en train d'attaquer la moyenne mobile à 200 jours. Et tout va dépendre en fait de vendredi. Moi j'ai le sentiment au fond, je me trompe peut-être, après voilà ça va être un scénario, qu'il va y avoir un accord. Un accord. Alors s'il y a un accord, où peut aller le pétrole? Ce que suggère l'analyse technique, c'est sa capacité
à remonter en direction des sommets d'octobre dernier. Donc ça nous ferait, allez, 48-50 $. Et si je ne me trompe pas, bien sûr, hein, à moins qu'il n'y ait pas d'accord, mais si à cet accord remontait à 48,50, et dans ce cas, pour l'USD CAD, c'est 1,2560, mais peut-être 1,2120, voire 1,20. Bon, pas exagéré non plus. Alors, on se pose depuis quelques heures, quelques séances, hein, quelques semaines, en fait, on teste les 1,2830. Alors, pardon, il faut juste que je revienne sur un chart intraday. Est-ce que j'en ai un USDK? Allez, je dois bien en avoir un quelque part. Bon, bah, on va le reprendre comme ça. Je vais supprimer le prix du pétrole superposé, vous l'avez vu. Et donc, en fait, je crains une cassure du support sur l'USD-CAD. On a peut-être même une espèce de triangle descendant, triangle rectangle de continuation, là en H4. Alors bon, là où j'abuse peut-être un peu. Là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On atteint 64% d'acheteurs sur ce marché, alors que ça baisse. Euh, Peut-on briser les 1,28 avant dimanche? C'est tout à fait possible, notamment demain avec la Banque Centrale du Canada. Euh, vous avez ici la dynamique de l'USD4 depuis le 20 janvier, d'accord? Depuis le 20 janvier, vous avez eu plusieurs décisions de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada. Elles ont renforcé le CAD. Donc, partons de ce principe, avec en plus la perspective d'un accord, etc. Bon, pourquoi pas finalement voir demain un USD CAD briser les 1,28 et aller chercher donc parce que briser un tel niveau, ce serait derrière rapidement se replier en direction des 1,28, 1,26 et 1,2560. Alors le bémol c'est quoi? C'est qu'on a peut-être cette configuration en triangle au-dessus d'un 1,28 mais qu'on peut poursuivre les oscillations dans la figure. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau tenir le niveau et remonter et chercher les 1,30. Donc on peut continuer d'osciller là-dedans. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme l'USD Yen à l'époque. Alors, je vais vous montrer l'USD Yen. Rappelez-vous de la stratégie de l'USD Yen. Pour la cassure des 111, on avait dit d'attendre donc une cassure H4, qui est donc intervenue le 4 avril. D'accord? Donc, l'idée c'est la même chose là sur le taux USD CAD. C'est-à-dire que pour l'instant, on est toujours dans ce triangle au-dessus d'un 28, une cassure H4, et je pense que le marché eh bien, sera en souffrance. Alors je continue ce tour d'horizon, je vous montre l'euro GBP dont nous parlions ce matin, possibilité pardon, tant qu'on tient la ligne de tendance, écoutez, possibilité que ce soit un pullback. Bon, la chose c'est que on en parle beaucoup l'euro GBP depuis les 0,75, on a quand même gagné 650 pips, et que 0,8120 c'est une forte zone de résistance, ça correspond à ces sommets de septembre 2014. On reflue, et en l'état il n'y a pas de div, donc regardez, donc en données journalières, vous avez cette ligne de tendance qui est propre, vous avez le niveau horizontal, donc finalement on est peut-être simplement en train de faire un mouvement de retour sur 0,79 combien 0,7946 plus la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, ça fait un certain nombre d'arguments en faveur d'un simple mouvement de retour. Avant de voir les cours redémarrer, je ne sais pas c'est ce qui va se passer, mais par contre ce qui est certain c'est que là c'est un niveau de prix qui est parfait pour justement gérer son risque. AUD-USD, toujours avec mon avis haussier au-dessus de 0,75, avec cette stratégie d'achat que je vous ai proposée deux fois sur 0,75, une première fois le 5 avril et une seconde fois là, le 7, avec cette div standard. Bon, est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 0,77? Peut-être pas aujourd'hui, mais j'y crois encore pour la semaine. NZD-USD c'est juste parfait, donc rebond dans un canal, alors, un canal dans le canal, soutenu par MM20, un superbe range de RSI entre 50 et 70 typique d'un marché haussier. Je visais une remontée à 0,69, c'est fait, et je pense même qu'on devra aller rechercher les sommets du 31 mars dernier et s'essayer donc à nouveau aller briser. Regardez le GBP Yen, alors c'est trop tôt hein, encore pour vendre les paires en Yen, j'ai décidé de me baser sur le RSI H4 parce que des résistances on peut en trouver partout. D'autre part le GBP Yen il a fait un double bottom en H4, hein, vous voyez le petit double bottom. Donc j'ai mis une target théorique, 0,618 d'extension du double bottom ici donc du 7 avril et du 11 avril. Ça rejoint MM50 H4. Regardez ici vous avez le précédent plus bas annuel
Et en fait, en cours de clôture, on est resté en dessous avec ce chandelier H4 qui a vu la clôture en dessous, hein, avec une belle mèche haute. Mais c'est pas suffisant pour vendre, donc stand-by pour le moment. Le câble, qui a rebondi en début de semaine sur un 40-50, probablement un câble qui se projette sur la Banque d'Angleterre. Voilà, hein, donc la Banque d'Angleterre jeudi, qui peut-être va encore essayer de rassurer sur le Brexit. Alors, ça avait soutenu la livre sterling. En fait, la Banque d'Angleterre avait probablement été stressée par la vitesse de la baisse du sterling ainsi que sa volatilité. Typiquement, ça peut faire fuir les capitaux investis dans cette devise. Donc elle avait tenté de rassurer, elle s'était pas réellement concentrée, elle n'était pas dans l'optique guerre des monnaies, elle était plutôt dans l'optique ma devise est en train de chuter, attention, attention, j'ai pas envie que les capitaux quittent le pays. On verra quel sera son état d'esprit jeudi. Moi j'ai pas la réponse, quoi. Je sais pas donc. Et le GBP USD, franchement, c'est un peu comme les indices boursiers de la zone euro en mars. Voilà, ça se traite pas en swing, quoi. C'est vraiment, j'exagère. Il y avait un support à 1,40-50 pour éventuellement viser là-haut, mais je suis pas, voilà, je suis pas convaincu par le GBP USD. Alors, les autres paires de devises, n'hésitez pas donc à m'en parler. Si vous voulez que je réponde aux questions. Les indices boursiers, et rien de nouveau sous le soleil. Depuis la divergence haussière H4 de vendredi, stratégie d'achat, objectif atteint MM20, objectif atteint MM50, objectif atteint 97,50 et un range H4 entre MM20 H4 et MM50 H4. Tant qu'on est au-dessus des MM20, je pense qu'on peut tenter de casser 97,50. Pour l'instant, on est vraiment dedans, on n'a pas bougé depuis ce matin. En données journalières, bon, bah, on n'a pas encore fini, mais voilà, les marchés actions européens ont tenu des retracements importants, comme l'Eurostoxx 50 et les 61,8% de retracement du rebond qui a eu lieu entre le 11 février et le 10 mars. Le CAC, il a fait 50. Potentiellement, j'étudie toujours cette possibilité de voir la formation d'un point bas swing au sein de la zone euro. Techniquement, c'est possible. C'est pas encore confirmé, donc je me détends. Lucas 100, range trading 6066, 6237. Surveiller la clôture D1 si elle se fait au-dessus de 6237. Voilà quelles seront les conséquences. On ira chercher 6004. Je reporterai l'amplitude du range. Et les indices US parfaitement plats. MM20 plate D1. Des chandeliers à petit corps. Et on dérive à plat. Je ne sais pas ce qu'on attend. On va quand même pas dériver jusqu'au 27 avril en attendant la BCE. Non, on attend d'avoir probablement les résultats des banques américaines. Et elles sont 4 banques américaines majeures, les 4 majeures, à publier avant vendredi. C'est possible que les indices US attendent cela. En tout cas, voilà, ils se sont mis en dérive latérale. Donc c'est un timing, étant donné qu'on est revenu au niveau des plus hauts du 4 janvier, pour prendre des bénéfices si vous avez été dans les scénarios du double bottom. Hein, voilà. Les comos et le pétrole, donc. Le pétrole US Oil qui attaque MM200. Alors, clairement, le pétrole, je pense qu'on... Alors, demain, il y a les stocks de pétrole, on ne sait jamais, mais il y a quand même un scénario qui est finalement de rester en range avant l'accord attendu ce week-end. Alors, imaginons, on va se projeter. Imaginons. Si accord il y a, que peut-il techniquement se passer sur le pétrole? Alors justement, l'analyse technique apporte des réponses limpides, puisqu'il existe un niveau de prix que l'on retrouve à la fois en chartisme et en extension. Vous prenez le double bottom ici, la première jambe de rebond technique du pétrole entre le 11 février et le 21 mars. Et en fait, on l'a retracé donc à hauteur de 38,2, ça repart. J'ai projeté l'amplitude de cette jambe 1 au point bas de la 2, et ça me donne un 0,618 à 45 et un 1 pour 1 à 51 $. Donc voilà, en cas d'accord, pourquoi pas donc réenvisager un prix du pétrole remonté ici WTI entre donc 45 et 51 $. Et l'once d'or qui a donc enfin donné son signal d'achat en cassant les 1244 $. J'avais besoin d'une clôture daily au-dessus de 1244, toujours bien soutenu par la moyenne mobile à 50 jours, c'est propre. Bon, je pense que là on devrait revenir chercher les 12,84. De même que l'argent, dont le momentum est sorti par le haut d'un wedge. Je vous ai proposé une stratégie d'achat basée sur cette divergence haussière cachée. Je vous l'ai proposé le 5 avril dernier pour viser 16, on y est.
Peut-on viser davantage? Je ne serai pas plus gourmand sur cette stratégie. 16, c'était la cible et je n'en ai pas d'autres. Alors je reviens sur le graphique de l'euro-dollar, on donnait 4 heures, bon, rien de. Voilà, on reste dans le range 1,1325, 1,1450. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc voilà, on a fait le tour d'horizon, le marché c'est quand même calme. Ça va s'exciter demain avec les stocks de pétrole et les ventes au détail, et puis bien sûr la réunion à Doha. Et les résultats trimestriels des banques américaines. Merci d'avoir été attentif au Wall Street Insider. Nous attendons dans l'après-midi la revue de marché Ishimoku, qui sera bientôt tweetée donc, par notre équipe et mise dans la playlist YouTube. Excellent après-midi. Prochaine émission, c'est à 17h30 à la Closing Bell. Et moi, je vous retrouve demain matin pour le Good Morning Euro Dollar. Merci à tous.